The Place to Be, la fabrique des intelligences, brainstormée par Christophe Bourgois-Costantini. Je sens que tu es prêt à faire des choses pour moi, car t'intéresses plus que le tien. C'est ça qui intéresse les gens, c'est qu'ils leur parlent d'eux, pas de toi. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur l'émission The Place to Be sur pdatv.fr. Comme vous le savez, une émission consacrée au développement personnel, au coaching, à la psychologie. Bonjour ma chère Sabine Grégoire, psychologue de son état, spécialiste des traumas, qui m'accompagne depuis le début de cette aventure. Comment ça va ma chère Sabine ? Très bien, ravie d'être ici. Vous êtes en forme, vos neurones sont en train de bien s'organiser parce qu'on a un flot de questions, je peux vous dire. On va voir. Qu'on a eu sur Internet et qu'on a regroupé en thèmes. Et aujourd'hui, figurez-vous qu'on va on va parler du télétravail. Et donc, il y a des questions assez précises. Est-ce que vous êtes en forme ? On y va On y va. Vous, la spécialiste du travail. Ok. La première question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est en télétravail, lorsqu'on a l'impression d'être tout le temps contrôlé par son N+1. Est-ce que vous l'avez vécu ça ? Est-ce que vos patients l'ont vécu ? Et quelles solutions, vous, en tant que psychologue, vous pouvez apporter ? Et puis moi, je vous donnerai peut-être mon point de vue de coach par rapport à ça. Alors, c'est une situation qui est vécue par nombre de personnes, je dirais peut-être qui est ressentie par un certain nombre de personnes. Parce qu'on peut se sentir contrôlé sans l'être forcément. Tout dépend ce qu'on entend par contrôle. Moi, j'ai comme habitude, lorsque la personne que j'ai en face de moi se plaint d'un hyper-contrôle ou d'un contrôle exacerbé en télétravail, je ne vais pas focaliser directement sur le sujet. Je vais essayer justement de dézoomer un petit peu pour comprendre contextuellement comment s'est installé le télétravail, sous quelles conditions. Est-ce que c'est quelque chose qui est remis en discussion dans son fonctionnement, dans l'organisation, de façon régulière? Comment s'organise la relation avec, c'est souvent le N+1 qui fait du contrôle ou en tout cas qui est ressenti comme un contrôleur, et comment ça s'organise également dans tout ce qui est temps informel de communication et d'échange d'informations au sein de l'équipe et avec le manager. Donc, je crois que la notion de ressenti, on va partir d'un ressenti légitime par définition, parce qu'il appartient à la personne. Le ressenti d'un hyper-contrôle est à décrypter et à chaque fois à contextualiser. Après, le but dans un premier temps, c'est est-ce que quand on est face à une situation ressentie d'hyper-contrôle dans le télétravail, est-ce qu'on est seul à travailler avec la personne qui le ressent ou est-ce qu'on a possibilité d'interagir aussi avec le manager ? C'est pas la même chose, on va pas avoir le même type d'accompagnement. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je développe un peu. Si, avec joie, au contraire, je bois vos paroles et je suis assez d'accord jusqu'à présent, donc je vous en prie, allez-y. En fait, si on n'a pas le manager sous la main, entre guillemets, ou qu'il n'est pas forcément possible ni judicieux de l'inclure dans le travail, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de décrypter avec le salarié ou l'agent, puisque c'est fonctions publiques et secteur privé qui sont concernés. On va essayer de décrypter donc le contexte, l'historique de cette mise en place du télétravail. Et en contextualisant, on va aussi faire prendre conscience que finalement, chacun a une part à jouer dans cette mise en place du télétravail et que peut-être dans cette notion d'hyper-contrôle ressenti, peut-être des choses qu'on peut réajuster du côté du salarié ou du côté de l'agent. Donc c'est là-dessus qu'on va se focaliser, c'est-à-dire comment est-ce qu'il communique, comment est-ce qu'il rend compte de son travail, comment est-ce qu'il va lui-même rassurer son manager. Parce qu'il ne faut pas oublier que le télétravail qui s'est instauré, qui s'est mis en place depuis le confinement, n'est généralement pas choisi. Il a été un peu subi dans nombre de cas. Donc, les managers, ils n'ont pas été formés au télémanagement. C'est quoi le télémanagement ? C'est extrêmement compliqué d'appréhender un télémanagement quand on était habitué au contact direct. Non seulement ils n'ont pas été formés, c'est qu'en plus il y a cette distance qui fait que, essentiellement dans le middle management, les gens ont l'impression de perdre leur pouvoir. Ils se disent, oulala, j'ai plus mes ouailles sous la main, loin des yeux, loin du cœur, et donc c'est la panique complète. Ils n'ont pas été formés, et là il y a en plus ce désir de vouloir absolument contrôler, parce que eux-mêmes n'ont pas confiance en eux. Absolument. Et souvent, quand on est dans une situation d'hypercontrôle avérée, il y a effectivement la première chose.
il y a la notion de confiance. Qui a confiance en qui? Et je vous rejoins complètement, Christophe. Bien souvent, ça parle du manque de confiance du manager dans ses capacités. Alors, est-ce qu'on pourrait pas trouver une astuce, par exemple, qui consisterait à dire, parce qu'on va essayer d'apporter des solutions, de poser dès le départ un cadre. Voilà, le cadre. Écoute, voilà, tu es à distance, j'ai pas l'habitude, j'ai pas été formé, toi-même tu es à ton domicile, c'est pas facile, t'as pas peut-être assez d'espace pour distinguer un bel endroit de télétravail. En plus, il y a cette focale. Moi, je trouve que la focale, vous savez, quand vous filmez des gens ou quand vous les prenez en photo, c'est déjà pas pareil, parce qu'il y a un interface, il y a une optique entre qui va chercher l'âme, en fait. Et j'ai l'impression que l'écran aussi agit un peu de cette manière. Bref. Une fois qu'on a posé un cadre en disant « il se pourrait que je te pose des questions un petit peu dérangeantes » ou « il se pourrait que je puisse faire montre de contrôle, etc. » Ne m'en veux pas, c'est parce que j'ai pas été formé, c'est parce qu'on a cette interface. Est-ce que vous croyez pas que déjà en posant un cadre, ça changerait déjà un peu les choses? Oui, alors là, moi, j'étais partie sur 2 situations. La situation où on travaille seulement avec l'agent ou le salarié, et la deuxième situation qui est celle que vous évoquez, où on peut travailler avec le manager, où on peut travailler sur l'interaction entre le manager et le salarié ou l'agent. Mais ce qui est important, effectivement, c'est que là, moi, je partais de l'idée qu'on avait cette notion déjà de sentiment d'être contrôlé. Il faut aussi toujours recontextualiser, c'est que le manager, bien souvent, il a un manager au-dessus aussi, qui lui-même est peut-être en insécurité par rapport au rendu et à l'efficacité de l'ensemble des travailleurs, et qui du coup va peut-être accentuer les reportings, vérifier qu'ils sont bien connectés à l'heure, etc. Alors, je voudrais pas m'égarer. Si on travaille juste avec le salarié sur cette notion d'être hyper contrôlé, on va travailler sur qu'est-ce qu'il fait potentiellement dans votre attitude, dans votre comportement, dans votre façon de communiquer, que votre manager se sent peut-être en insécurité. Et on va travailler là-dessus. Et on a souvent des leviers assez intéressants. Et peut-être qu'il y a des personnes qu'on va pousser à prendre des initiatives, c'est-à-dire à redéfinir un peu le cadre avec son manager en disant, écoute, ce que je te propose, c'est de te faire un point chaque fin de journée, un quart d'heure avant de raccrocher le bleu de travail. Je te fais un point sur ce que j'ai fait dans la journée. Parce que on se rassure l'un l'autre dans cette incertitude qu'est le télétravail subit. Bien sûr, en fait, ce qui a manqué beaucoup aussi, je pense, et vous avez totalement raison, c'est une forme de co-construction ensemble. À quel moment, en fait, on appelle et qui qui appelle qui, en fait. Et à chaque fois, c'est toujours le manager qui impose son point de vue, qui va instaurer, soi-disant, un petit déjeuner où on va prendre le pouls, la température, et en fait, ça se transforme toujours en des questions de boulot. Est-ce que t'as appelé machin, etc. Et je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir dire à des managers, écoutez, arrêtez d'imposer des réunions, laissez venir vos collaborateurs. C'est à eux de les fixer, par exemple. Un reporting tous les 2 jours ou pas forcément quotidien, non ? Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites et il y a peut-être 2 façons de voir les choses, je pense. L'approche collaborative, qui est un mot un peu galvaudé, mais effectivement, se mettre autour d'une table virtuelle ou pas et décider de comment est-ce que moi, manager, et vous, collaborateurs, qu'est-ce qu'on peut mettre en place qui vous conviendrait pour que l'on puisse être dans la confiance. Parce que la confiance, elle se construit. La confiance, c'est pas comme ça, on change de mode de travail et hop, je te fais confiance. Ça n'arrive pas par l'opération du Saint-Esprit. Ouais. Ça se cultive, ça se travaille, ça s'entretient. Et puis, il y a des règles à poser aussi pour la confiance. C'est que les règles soient partagées. Je parlais de cadre tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et puis, il y a une autre possibilité aussi, si on est du côté du manager, c'est d'endosser une approche situationnelle du management. C'est-à-dire c'est une approche qui est tout à fait intéressante, c'est faire un peu l'état des lieux dans mes équipes. Voilà, j'ai 5 collaborateurs. Je vais faire une sorte d'audit un peu du degré d'autonomie de chacun de mes collaborateurs en fonction de chacune de ses tâches, d'accord ? Quel est son degré de motivation et quel est son degré de compétence ? On a alors le degré d'autonomie, c'est-à-dire que sur certaines tâches, on va s'apercevoir que le collaborateur Agnès et le collaborateur Jean-Christophe, eh bien, eux deux, ils peuvent être très autonomisés sur ce type de tâches. Donc là, on va induire un climat de confiance et de délégation, parce que qui dit délégation dit confiance. Et puis peut-être sur d'autres tâches,
le manager sera plus présent parce qu'on a un degré de compétence qui est plus faible ou un degré de motivation qui pêche un peu. Et là, par définition, on peut moins être dans la délégation. Donc, c'est ajuster aussi son management, finalement, et le degré de délégation et donc de confiance en fonction d'un audit, en fait, de chacun de ses collaborateurs, d'autant plus en télétravail. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer dans une émission là de faire venir des DRH pour partager ce point de vue, parce que on peut aussi dire que le télétravail c'est une vraie avancée. Enfin, merci à la Covid pour ça, parce que depuis le temps que les gens le demandaient. Maintenant, j'enchaîne avec la deuxième question d'un téléspectateur, c'est comment dresser une frontière entre vie perso et vie professionnelle. Quand on est en télétravail. Quand on est en télétravail. Oui, alors, il y a autant de réalités qu'il y a de personnes qui le vivent, ce télétravail. Donc, effectivement, si vous êtes dans un 60 mètres carrés avec 2 gamins, 3 chats et un mari en télétravail, ça va être un peu sport. Et vous n'aurez pas les mêmes conditions non plus pour compartimenter un petit peu les choses. Qui plus est, lors du premier confinement, avec l'école à la maison. Ça a quand même énormément compliqué les choses. Ouais, ça c'était quelque chose qui n'est pas de l'ordre du télétravail efficace en fait. Alors la question elle est très simple, c'est comment est-ce que je peux compartimenter les choses alors même que je suis dans le même bateau? Bah effectivement, le bateau s'il n'a qu'une cale, si ça prend l'eau, ça coule. Donc compartimenter un peu les choses. Alors comment on compartimente? Moi j'aime pas trop les listes en 5 points qui sont valables pour tout le monde. Je pars toujours de la réalité de la personne. Qu'est-ce qui vous ressource? Quand vous travaillez pas, qu'est-ce qui vous ressource? Ou après une journée de travail, qu'est-ce qui vous ressource? Bah, j'ai besoin de prendre l'air. Ok, donc on va faire un rituel, peut-être mettre en place un rituel. J'insiste sur le terme de rituel. Mais j'allais en parler. Vous m'enlevez le mot de la bouche. Pour moi, c'est la clé. Ouais. La clé du distinguo entre vie personnelle et vie professionnelle en télétravail, c'est la ritualisation des différents modes. Oui, tout à fait. Parce qu'on pourrait se dire, bon, la ritualisation, bah, du coup, on formalise les choses. Ben oui. Et du coup, on sécurise les choses. On va pas sur une autoroute sans mettre la ceinture de sécurité. Là, c'est un petit peu la même chose. Donc, si cette personne, ce qui la ressource, c'est d'aller prendre l'air et puis de regarder, je sais pas, les oiseaux et sentir la bonne odeur de la pollution, voilà. Eh bien, peut-être que son rituel, ça va être de faire le tour du quartier avant de se mettre au travail, le tour du quartier en finissant sa journée de travail, et puis avec des petits jeux, parce que sinon, voilà, des petites, dans un premier temps, je regarde par terre, je refais le tour en regardant à hauteur de Dieu, et le troisième tour, je le fais en regardant en l'air, et j'aiguise mes 5 sens. Et voilà, et je suis plus au travail, ou alors je me mets en disponibilité de l'être dans les 5 minutes qui suivent. Mais ça peut être tout à fait je sors mon ordinateur pour me mettre au travail. Donc, je fais quelque chose de concret, c'est-à-dire que j'allume mon poste de travail et quand je finis ma journée, je range cet outil de travail pour ne plus l'avoir sur la table de la salle à manger. Bon, c'est tout bête, hein, chacun a mis en place ses petits rituels. Les rituels, ils sont divers et variés, j'ai envie de dire qu'ils dépendent un peu du fonctionnement de la personne. On peut aussi avoir des rituels symboliques. Je mets un bleu de travail à mon début de journée et je le raccroche en fin de journée. Mais c'est important de ritualiser. Là, je vous rejoins complètement. Si on ritualise pas, ça marche pas. Oui, d'accord. Et écoutez, je crois qu'on a été on a été assez précis et complet sur ce sujet-là. J'ai une question encore qui est, avec ce télétravail, comment est-ce qu'on peut malgré tout créer du lien aux autres? Aux autres collaborateurs. Aux autres collaborateurs et oui, essentiellement déjà dans la motivation d'équipe, dans la cohésion d'une équipe. Comment est-ce qu'on peut créer du lien? Alors il y a une petite astuce qui peut être intéressante qui serait c'est des moments informels quelque part qui sont devenus un peu formalisés, donc il faut faire attention à la lourdeur aussi de ces instants-là, mais le petit café du matin, partagé, mais qui dure pas longtemps. D'accord, et qui est juste bienvenu, chacun à son poste. Et franchement, sincèrement, concrètement, chacun a sa tasse de café, sinon ça marche pas. Hein. Et puis voilà, on souhaite une bonne journée. Et toi, comment ça va? Vraiment un tout petit akouski du matin, je sais pas comment dire, café du matin partagé, sans que ça devienne lourd, parce qu'il y a eu des excès. Hein, à vouloir bien faire, on a souvent mal fait, avec des vraies dérives dans les instants informels qui ont été formalisés en visio.
Il peut y avoir ça. Créer du lien, c'est aussi se mettre d'accord sur un jour, au moins un jour pour chacune des équipes sur site, le même jour, tout le monde. Parce que sinon, vous avez plus de ciment entre les briques, hein, et ça se fissure très rapidement. Donc, idéalement, il faut minimum un jour échanger et partager sur le lieu du travail. Après, on a vu aussi des groupes WhatsApp se créer, par exemple, pour ne pas citer l'application. Ça a eu beaucoup de travers parce qu'il y a eu des exclusions. Il y a eu des clans un peu qui se sont créés et il y a eu des dérives aussi. Donc, de toute façon, on ne peut pas dire aux personnes on va créer un WhatsApp et venez tous vous y mettre. En général, c'est spontanément que ça s'est créé. Mais moi, j'ai vu beaucoup de gens souffrir à cause des messageries groupées desquelles ils ont été exclus, par exemple. Et là aussi, les managers n'ont pas été formés. Mais non. Ils n'ont pas été formés à faire cette cohésion. Déjà, dans l'absolu, sont-ils formés à faire réellement une cohésion d'équipe et de team building, des choses comme ça? Pas vraiment. Et encore avec le télétravail et la distance, c'est très compliqué. Il faut organiser un peu aussi des espaces de débriefing, je le mets entre guillemets, débriefing collectif, c'est-à-dire, par exemple, une fois par mois, on se fait une après-midi, alors idéalement sur site, maintenant c'est quand même possible, où on va débriefer, mais de façon structurée, de comment s'est passé le mois pour chacun. Parce que il est important aussi que les gens puissent s'exprimer sur leur réalité de leur quotidien professionnel à la maison. Parce qu'effectivement, vous avez une célibataire qui a ni chien, ni enfant, ni mari. Elle va pas avoir la même disponibilité et donc pas la même charge potentielle de travail. La même surcharge mentale aussi. C'est ça que quelqu'un qui a ses 3 gamins, dont des jumeaux de 2 ans. Hein. Donc, c'est important aussi d'être à l'écoute. Je crois que ça reprendra le sujet de la semaine prochaine sur l'empathie, mais de pouvoir être à l'écoute et d'accueillir les personnes dans leur réalité sans jugement. Parce que sinon, on a vite fait de dire, oui, mais elle, à 17h, elle est déconnectée. Donc... Est-ce que vous ne croyez pas non plus que une autre chose auquel les managers n'ont pas fait attention avec ce télétravail, c'est que on a renforcé d'une certaine manière le fonctionnement en silo. C'est-à-dire c'était des équipes très séparées en fait. Il y avait la force commerciale d'un côté, la force marketing, et j'ai l'impression qu'on a continué à creuser ce fonctionnement en silo qui ruine les entreprises en fait, au lieu de faire du cross management et de mettre plutôt des équipes ensemble. Est-ce que vous avez assisté à ça Oui. En tant que psychologue du travail? Oui, c'est souvent le cas et c'est dommage parce que les organisations pourraient tout à fait profiter de ce qu'on appelle la transversalité des compétences, ne serait-ce que sur certains sujets. C'est pas forcément tous les jours sur tous les sujets, mais on peut trouver un fil sur lequel on réunit 2 personnes de chaque équipe, voire même organiser des vies ma vie dans d'autres services. Et ça, c'est des choses qui prennent pas beaucoup de temps et qui sont tellement liantes que c'est extrêmement intéressant de se rendre compte des compétences des autres et ça peut faire naître une dynamique aussi transversale. Et avec le rythme 10 jours par mois en télétravail, 20 jours en présentiel, est-ce que vous ne croyez pas qu'avec la fin de cette pandémie, on va comprendre en entreprise qu'en fait, ces 10 jours de télétravail, justement, c'est 10 jours de délégation de confiance qu'on va peut-être moins appeler qu'avant. Parce qu'en fait, il y a eu un bouleversement avec le confinement. Effectivement, tout le monde était paumé, on appelait tout le temps, est-ce que tu es là? Mais est-ce que le retour à une officialisation du télétravail tel qu'il aurait dû être avant la pandémie, à savoir donc à peu près 10 jours par mois en fonction des entreprises, est-ce qu'en fait ça va pas être quelque chose d'assez simple en fait à faire appliquer et sans que ça soit trop stressant, sans qu'il y ait forcément du contrôle, parce que in fine ça ne sera que 10 jours par mois. Oui, mais alors pour ce faire, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de tirer enseignement de ce qui s'est passé sur les derniers mois de télétravail, parce que c'est un apprentissage en fin de compte, ce qui s'est passé. On a découvert le télétravail parce qu'il a été imposé de facto.
qu'est-ce qu'on en retire? Quelles sont les bonnes pratiques? Alors ça, c'est ce que vous dites est clé. Je suis coach dans un grand groupe et je suis étonné, encore à ce jour, qu'il n'y ait pas eu de séance de feedback collectif de comment vous avez vécu le télétravail, comment vous avez vécu la pandémie, le confinement. Et qu'est-ce que vous avez envie d'en retirer? Et qu'est-ce que vous avez envie d'en retirer? Justement, les best practices, et même partager votre expérience, les best practices, partageons-les justement pour pouvoir continuer à améliorer la qualité du télétravail qu'on va mettre en place. Et je crois que dans très très peu de sociétés, il y a eu ces feedbacks. D'ailleurs, la culture du feedback, malheureusement, elle est pas très étendue en France. Oui. Et c'est dommage parce que finalement, on pourrait considérer que ce qui s'est passé avec la pandémie, c'est un événement. Donc un événement, par définition, il est subi. Alors qu'en fait, on en a fait une expérience dans la majeure partie des organisations. Donc, pour prendre conscience des enseignements qu'on en a retirés de cet événement et des apprentissages qui nous ont fait grandir, qui nous ont fait tâtonner, qui nous ont fait découvrir d'autres façons d'être, encore faut-il le mettre en discussion. Et ces espaces-temps, souvent, vous dites, oui, mais on n'a pas le temps. Mais le temps, on le trouve jamais. Le temps, non, de toute manière, on le trouve pas. Mais par contre, là-dessus, il faut le trouver. Oui, parce que c'est du temps gagné. C'est du temps utile. Mais c'est un travail un peu invisible pour les organisations. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on ait, vous comme moi, quand on est sur le terrain, qu'on sensibilise au fait que libérer la parole, si on la sécurise, cette parole, on va pas faire un exutoire débridé, parce que là, on pourrait avoir quand même des choses un petit peu perso qui remontent, mais si c'est un débriefing structuré, alors c'est sécurisé, et qui dit sécurisation, dit que c'est constructif, en fait. Et il faut prendre le temps. Mais par contre, il faut former les managers au débriefing parce qu'ils ne sont pas formés. Bien sûr. Et on a trop peur de la parole. Et en fait, non, il ne faut pas en avoir peur. Et pour conclure un peu aujourd'hui ce sujet du télétravail, quelle est votre opinion sur les outils qui étaient mis en place, les personnes qui n'avaient pas de réseau ou qui étaient dans des endroits qui n'avaient pas de réseau? Est-ce que, à votre connaissance, beaucoup de managers ont fait attention à ça ou au contraire sont passés un peu au-dessus en disant, je sais pas, il semblerait logique en tant que manager, c'est de faire déjà un audit des équipements des uns et des autres, de voir si on peut les aider, si on peut leur fournir quelque chose. Pourquoi pas même de passer des accords avec des sociétés de coworking pour peut-être aider. Est-ce que de votre expérience, encore une fois, de psychologue en entreprise, est-ce que vous avez vu ça de se développer très rapidement ou pas? Alors, moi, ce que j'ai vu, surtout pour les avoir eus en séance, beaucoup, c'est les équipes DSI qui ont été hyper sollicitées. Bien sûr. Dans l'ombre, on n'en a pas beaucoup parlé, jamais, je trouve. Ouais. La DSI, c'est clé. Ah ben oui, et ils ont été vraiment hyper sollicités. Donc déjà, si on peut passer un petit message, bravo à eux, parce que la reconnaissance, par contre, on appelle souvent la DSI quand ça marche pas, et quand ça marche pas, on est énervé. D'accord, donc on s'en prend à eux, mais on oublie un peu aussi comme les soignants ont tenu leur job, la DSI, j'ai envie de dire, ça a été les soignants des modes de communication des entreprises. Hein. C'est vrai que c'est un des piliers essentiels du télétravail, et on n'en a pas beaucoup parlé. Hein. Non. Donc ça, pour en avoir encore aujourd'hui en consultation, je peux vous dire qu'il y a encore du boulot à faire sur ce côté-là. Mais le coworking, alors le problème du coworking, c'est qu'en pandémie, quand on a été confiné, c'était pas tout à fait adapté. Pour autant, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'espaces de coworking qui se sont créés et il y a beaucoup de personnes qui se sont délocalisées quand même et qui reviendront pas si près de leur entreprise. Donc, créer des espaces effectivement d'émulation dédiés au travail, c'est super intéressant. Pour autant, attention, parce que quid de la culture de l'organisation à laquelle ils appartiennent. Bien sûr. Et en plus, on pourrait peut-être parler très rapidement dans ces 2 dernières minutes de la problématique qu'ont eu les entreprises et qu'ils ont toujours à faire revenir les gens sur site. Ouais. Mais là, la vraie question, c'est la notion de culture d'entreprise et d'organisation. Bien d'accord. Et on voit que là, ça pêche beaucoup. Et là c'est aussi, je m'en rends compte en tant que coach travaillant dans ces entreprises. Encore une fois, je sors d'une grande banque d'affaires où j'ai posé la question en disant, mais est-ce que vous avez fédéré tout le monde après ce qui s'est passé autour d'un projet commun, de nouvelles valeurs communes?
qu'est-ce qu'on fait dans cette boîte. Ok, on est une banque haut de gamme, mais vers quoi se tourne-t-on? Et on va co-construire tout ça. Et en fait, ils ne le font pas. Alors qu'on peut faire des ateliers, moi j'en fais beaucoup, des ateliers d'élaboration de chartes du bien travailler ensemble, ça prend pas beaucoup de temps. Un petit World Café organisé comme ça. Et oui, et vous travaillez autour des valeurs communes, c'est extrêmement intéressant, c'est très fédérateur, et en plus il y a une valeur d'engagement parce que c'est contractuel. Bien sûr. Donc c'est extrêmement intéressant, ça prend pas beaucoup de temps, et franchement c'est le ciment entre les briques si je reprends si je reprends l'expression. Ma chère Sabine, merci. C'était très intéressant. Je pense qu'on n'a pas fini de parler de ces sujets sur cette émission de Place to Be. Encore une fois, on va essayer d'inviter des DRH et pourquoi pas des chefs d'entreprise pour avoir leur avis. Mes très chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, merci d'être fidèles à notre rendez-vous de cette émission consacrée au coaching, au développement personnel, à la psychologie. La semaine prochaine, ma chère Sabine, on va aborder un sujet qui m'est cher, qui est le domaine de l'empathie. Donc, préparez vos neurones et merci encore pour vos réflexions absolument pertinentes. Et donc, à la semaine prochaine. Merci à vous. Au revoir, Sabine. Au revoir, Christophe. The Place to Be, la fabrique des intelligences.